Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de dividendes, comment se constituer un portefeuille de dividendes et comment constituer des rentrées régulières d'argent à partir de son portefeuille pour faire croître son portefeuille beaucoup plus rapidement. Donc vidéo exclusive aux dividendes, on va parler de mon portefeuille à moi, je ne vais pas l'exposer mais je vais exposer combien je reçois en dividendes et je vais parler du dividende, comment ça fonctionne et comment, contrairement à ce que disent les autres, ça n'appauvrit pas et ce n'est pas vraiment neutre. Comptablement, si, mais ce n'est pas vraiment neutre, c'est vraiment une source de création de richesse. On va parler de plein de choses dans cette vidéo. Donc, j'ai voulu commencer par vous montrer, moi, au stade où j'en suis. Voilà combien je reçois à peu près de dividendes. Voilà, déjà, on voit que c'est trimestriel, parce qu'il y a beaucoup de total, et beaucoup d'autres choses aussi qui viennent compléter tout ça. Donc, en mai, il y a eu cette rentrée d'argent, par exemple. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est possible d'avoir des rentrées. Ça, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas, je ne pourrais pas vivre de ça, mais ce n'est pas négligeable. Je pourrais réinvestir chaque trimestre une rentrée d'argent régulière. Euh, Chaque trimestre, sans même mettre de mes revenus à moi, de mon salaire, il y a mon portefeuille qui produit quelque chose que je pourrais remettre dans la machine. Par exemple, j'ai dit n'importe quoi. En mai 423, bah, j'ai mis plein sur Total et sur Schneider Electric, par exemple. C'est des actions qui m'intéressent en ce moment. En juillet, je devrais recevoir ça, bah, je devrais racheter du Total si c'est encore bas et du Schneider. Ou remettre sur LVMH que j'ai allégé si ça rebaisse. Bref, j'aurai de la visibilité sans même parler de mes revenus. Si mes revenus, je veux les consacrer à d'autres choses, ou si j'ai des imprévus et que je veux construire de l'épargne, ça sera par rapport à mes revenus, et mes dividendes sont là pour continuer à réinvestir. Donc, cette application qui me permet de suivre mes dividendes est une application mobile, et c'est celle-là. Donc, régalez-vous, téléchargez-la, c'est disponible sur le Play Store, et vous pouvez la télécharger, mettre vos positions, et puis voir un petit peu le calendrier de vos dividendes. Euh, c'est très pratique, et en plus, on a une autre fonctionnalité où on a un calendrier comme un calendrier d'emploi du temps, où tel et tel jour c'est le détachement, tel et tel jour c'est le versement, et puis plein d'autres informations. Donc c'est bien cette application Gift Tracker. Bien sûr, je suis tout ça avec un tableau Excel. Donc voilà ce que j'ai reçu depuis le début de l'année. On voit pas d'actions américaines parce que j'ai fait plus d'aller-retour avec les actions américaines qu'avec mon PEA. Et comme je disais tout à l'heure sur Instagram, je regrette fortement de ne pas avoir mis assez d'argent pendant le dip d'avril aux États-Unis. Mais bon, je suis assez exposé à la tech en général américaine à travers ASML et Schneider. Donc, bien évidemment, Total, ça augmente parce que ma dividende a augmenté. En plus, j'ai pas mis à jour. Là, c'est beaucoup plus. Et puis voilà, donc, je suis un petit peu tout ça avec un petit outil Excel que j'ai créé moi-même. Maintenant que vous avez un aperçu réel de ce qu'on peut construire comme portefeuille dividende, on peut parler de comment ça fonctionne en fait. Un dividende, c'est quoi? C'est une partie du bénéfice qu'on reverse au propriétaire. C'est comme si vous aviez une boulangerie, à vous, que vous aviez des salariés. Une fois que les salariés sont payés, une fois que les impôts sont payés, une fois que tout est payé, que vous avez fait les provisions d'année prochaine pour le blé, tout ça, bah, ce qui reste, c'est votre bénéfice. Bah, du coup, vous pouvez vous le verser, vu que vous êtes le principal actionnaire ou propriétaire de la boulangerie. Même chose pour une action. Une entreprise, elle est fragmentée en plusieurs actions, et en tant que détenteur de l'action, vous avez une partie de l'entreprise. Donc, vous avez une partie des bénéfices de l'entreprise. Vu que vous avez une partie des bénéfices de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que certes, vous les avez, mais vous ne pouvez pas décider tout seul de les avoir. Il faut qu'on décide de les distribuer aux propriétaires. Comment on décide? Par le vote. À chaque fois, à chaque fin d'exercice, il y a une assemblée générale où le président propose au conseil d'administration telle et telle directive par rapport à ce qu'on fait avec les bénéfices. Aujourd'hui, on va faire une acquisition de tel et tel business, ou sinon on va rembourser la dette qui est notre priorité, ou sinon on décide d'augmenter le dividende, ou sinon on décide de tout donner aux actionnaires, ou sinon on décide de donner des dividendes exceptionnellement cette année aux actionnaires. Bref, tout ça se vote. Et comme vous êtes propriétaire, vous pouvez aussi voter et dire par exemple, voilà, je suis d'accord avec telle directive ou pas. Donc le dividende, c'est une partie de ces bénéfices qui vous est distribuée, comme pour une boulangerie. Les entreprises de croissance décident de garder de la trésorerie pour faire des acquisitions ou réinvestir dans leur business pour faire plus de croissance. C'est des business où on a plus besoin de croissance pour croître plus vite, on a plus de parts de marché à les conquérir. C'est la plupart des entreprises technologiques ou des entreprises de la consommation discrétionnaire.
Dans des secteurs plus matures, on peut se permettre de redistribuer le dividende. Du coup, maintenant qu'on sait que c'est une partie des bénéfices, on peut comprendre ce fameux slide que tous les anti-dividendes nous rabâchent. Quand vous avez une action qui coûte 100 euros, le jour du détachement du dividende, elle baisse de la valeur du dividende. Donc vous avez une action toujours, par contre, elle vaut que 98 euros, et vous avez 2 euros de dividendes détachés qui seront plus tard versés. La somme fait 100. Bien évidemment, on ne peut pas dire que le jour du détachement du dividende, vous avez créé de la richesse. La richesse a été distribuée. En fait, imaginez que l'action soit une boîte, et cette boîte, elle produit de la richesse. Chaque année, vous avez... prenons le cas d'une poule, c'est beaucoup mieux. Une poule, elle fait des œufs. Ok. Par contre, l'action, c'est le nid, c'est le poulailler. Supposons qu'il y a une seule poule, le poulailler, voilà. Euh, Au moment T, vous avez le poulailler entier. Dans le poulailler entier, il y a la poule et les œufs. Si vous décidez de prendre vos œufs, vos dividendes, au moment T, là tout de suite, qu'est-ce qu'on a? Un poulailler avec une poule, mais pas d'œuf. Du coup, la somme, c'est le poulailler avec la poule et votre œuf. Votre œuf, vous pouvez le manger, le vendre, faire ce que vous voulez avec, c'est comme le dividende. Et c'est pour ça que l'action baisse instantanément au moment T, parce que vous avez pris le cash qu'il y a dedans. La valeur que l'entreprise a produit, on le sort. Donc, l'entreprise ne s'appauvrit pas, mais à moins de cash. La valeur qu'elle a produite sur l'année, c'est bon. Elle est effacée, elle est redistribuée. Maintenant, place à une autre année de création de valeur. Comme pour la poule. Par contre, le poulailler, si vous décidez d'aller un an en vacances et que vous revenez, vous allez trouver des œufs encore. C'est comme ça que l'action, elle produit des dividendes chaque année sans vous appauvrir, en créant de la valeur sur le long terme, pas au moment T. Ceux qui vous disent oui, mais comptablement c'est neutre, tout ça, bien évidemment, comptablement c'est neutre, parce qu'on voit le moment présent. Un dividende, c'est une partie de la valeur produite. Tant que votre entreprise produit de la valeur année après année, vous serez enrichi année après année, et même si votre poule, vous la nourrissez bien, elle fera peut-être plus d'œufs pour l'entreprise si elle croit, si elle a une rigueur de fonctionnement, elle vous donnera plus de dividendes chaque année. Le dividende augmentera. Et du coup, certes, le jour du détachement, ça baisse de 2 euros, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça monte en fait. Ça reprend le cours avant dividende, puis ça rebaisse, puis ça remonte, puis ça rebaisse. Et si l'entreprise est une entreprise bien gérée, sur le long terme, elle ne reste pas à 100 euros, mais peut-être que d'ici 2 ans, elle continuera à toujours verser ses 2, voire plus, mais l'action vaudra 120, 130, 140. Parce que la valeur de l'entreprise s'apprécie avec son business. Si elle est bien gérée, la valeur de l'entreprise s'apprécie. Toujours en versant son dividende, parce qu'elle crée toujours plus de valeur. Donc elle est bien évidemment plus valorisée. Donc j'espère que vous avez compris ce point important, parce que tous ceux qui nous disent ouais, ETF capitalisant, ouais, moi j'aime pas les dividendes, sachez que le dividende est nécessaire. Vous pouvez faire de la croissance agressive, c'est une stratégie, en achetant des entreprises qui font full réinvestissement dans leur business, c'est une stratégie, mais vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui investit sur les dividendes s'appauvrit ou ne s'enrichit pas. Certes, il y a une friction fiscale. Donc, sur un PEA, c'est invisible, mais sur un CTO, vous avez 100, puis vous avez 98 et 2. Et le 2, il est soumis à 30% de flat tax. Mais vous vous enrichissez quand même. Parce que votre action, ne la voyez pas comme un chiffre, voyez-la comme une part de propriété qui reste là. Si elle est bien gérée, la part de propriété, comme votre appart, si aujourd'hui il vaut 100 000, demain il vaut 98 000, demain il vaut 120 000, c'est toujours votre appart. Vous pouvez le louer. Donc, certes, vous aurez 30% de flat tax dessus, donc vous aurez 1,60€, mais vos 1,60€, vous les garderez, vous pouvez les réinvestir, tandis que votre action, elle va reproduire de la valeur toute l'année, et elle pourra vous redonner les 1,60€. Donc, vous aurez chaque année 1,60€, plus ou moins gratuitement. Ce n'est pas gratuit d'une façon comptable, mais c'est gratuit d'une façon où vous êtes propriétaire d'une part de propriété qui construit de la valeur, qui produit de la valeur. Pardon. Donc là, c'est les performances du CAC 40, dividendes réinvestis contre le CAC 40. Vous voyez bien qu'avec les dividendes, le CAC 40 est beaucoup, mais alors beaucoup plus performant que le CAC 40 normal. On est même à des plus hauts historiques en ce moment. Pourquoi? Parce que tout simplement, les entreprises du CAC sont sous-valorisées, donc donnent beaucoup de dividendes par rapport à leur valeur, donc on a des bons rendements, donc ça nous permet de nous enrichir. Quelqu'un qui a du CAC et qui prend ses dividendes pour manger, pour payer ses factures et pour les utiliser dans la vie courante, ne s'enrichit pas aussi vite
que quelqu'un qui les réinvestit pour produire toujours plus d'actions, produire encore plus de richesse. Pardon. Donc on revient toujours là. Si vous avez 100 actions, okay, pour 100 actions, chaque action vous donne 2 euros, donc vous avez 200 euros de dividendes. Supposons que vous êtes sur un PER. Les 200 euros de dividendes, ça vous permet d'acheter 2 actions. En plus, vous allez les acheter moins cher. Vous allez, pour 196 euros, vous allez acheter 2 actions, vous allez avoir 4 de côté. L'année prochaine, si le dividende ne change pas, vous allez avoir 202 euros de dividende. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois qu'à un certain moment, vous allez commencer à réinvestir et produire beaucoup plus, d'une façon exponentielle, beaucoup plus de dividendes. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit en fait. Du coup, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vous ai préparé une liste des entreprises à très haut rendement disponibles sur le marché. Que ce soit sur PEA ou sur CTO, des entreprises que je connais. Je vous ai mis dans la liste le PER pour connaître le degré de sous-évaluation, le rendement et le taux de distribution qui est important. Si on veut aveuglément beaucoup de dividendes et qu'on achète des entreprises qui en donnent beaucoup en termes de rendement, peut-être que c'est pas viable parce qu'on vous donne tout l'argent que l'entreprise produit. Faut garder quand même une marge de manœuvre. Faut garder une petite partie pour peut-être rembourser un petit peu de dette, pour faire des acquisitions si on a besoin, ou tout simplement du cash, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc je vous ai créé cette liste, où il y a des entreprises que j'ai pas mal détenues. Donc BTI, c'est British American Tobacco. C'est une entreprise dans le tabac, et dans les maintenant qui commence à aller dans tout ce qui est cigarettes électroniques. C'est la marque qui détient Camel et Dunhill. Donc très bonne entreprise financièrement parlant. Elle a un énorme rendement. Le PER, il est pas 22. En fait, je vous explique d'où vient le PER aussi haut, parce que le tabac, c'est sous-évalué, personne ne l'achète, les normes ESG, tout ça, vous connaissez. Donc, l'année dernière, vu que le tabac à long terme va disparaître, l'année dernière, ils ont, comment on dit en anglais, offset une marque dans leur bilan. Parce que les marques sont des actifs intangibles. En gros, c'est des actifs immobilisés. Donc, on a des actifs immobilisés. Donc, dans les actifs immobilisés, on a des actifs tangibles et intangibles. Les actifs intangibles dans le bilan, c'est des brevets, c'est des images de marque, comme Louis Vuitton, c'est un actif intangible, mais dans la partie immobilier, c'est toujours un actif d'entreprise. Du coup, vu que nos marques sont censées disparaître à long terme, leur valeur dans le temps, dans le bilan, diminue. Par contre, c'est qu'une valeur comptable. L'entreprise ne paye pas. Donc, le free cash flow, il est toujours très haut. Donc, le prix par free cash flow est très bas. Mais le PER, vu qu'on a diminué fortement la valeur de l'actif intangible d'une certaine marque, ça a fait amoindrir nos bénéfices comptables, donc ça a fait exploser le PER. Donc en fait, il faut plutôt voir le prix par free cash flow et non pas le prix par bénéfice. Donc là, on voit bien que le 76% du free cash flow ou du bénéfice est distribué. Ça va. Donc les 3 tiers sont distribués, c'est une industrie qui ne fait pas de croissance. Donc 9,2%, 9,1, 12% de rendement. Et en plus, là, elle cote combien BTI? Regardez-moi ça. BTI, elle cote dans les 40 euros. Ouais. Bah, figurez-vous que moi, en 2023-2024, j'en avais à 28 euros. Avec le même dividende, donc j'avais du 11-12% de rendement. Dites-vous que vous pouvez faire des très bonnes affaires. Et même, j'avais même fait des systèmes Lombard pour acheter du BTI, où je payais du 5 et que je recevais du 12 et que je me faisais du 6 ou 7. Donc il y a plein de choses à faire. Après, je conseille rien du tout, c'est juste des choses que j'ai fait moi-même. Quand l'action a augmenté fortement, donc quand elle a atteint les 39, j'ai vendu et puis j'ai pris mes bénéfices. Altria, c'est la même. Donc là, imaginez qu'il y a un PER de 9, 8, 7. Altria, c'est un petit peu plus haut de gamme parce que Altria détient la marque Marlboro, que la plupart des fumeurs fument. C'est pour ça que le rendement est un petit peu moins parce qu'elle est plus fortement valorisée que BTI. Donc on distribue un petit peu plus. Puis on passe à Petrobras, c'est l'énorme société pétrolière étatique du Brésil. Je rappelle que l'État brésilien est actionnaire à 50% de l'entreprise, donc les actionnaires autres que l'État n'ont aucun mot à dire parce que la majorité, c'est le gouvernement qui la détient. Cette entreprise, elle est performante financièrement, mais comme elle est ultra sous-valorisée, on parlera plus tard pourquoi, le rendement en dividende est tout simplement gigantesque, gargantuesque. Même chose, donc moi j'avais dans mon système Lombard dont je vous ai parlé, et si vous êtes intéressé, je ferai une vidéo que sur ça.
J'avais du Petrobras et du BTI et du Ecopetrol. Donc, je me gavais un petit peu. Et bien évidemment, le cours, il fluctue. Ce n'est pas un truc qui baisse tout le temps. Même moi, j'avais même revendu avec des plus-values. Donc 24% des dividendes, avec 2 dividendes par trimestre. Le taux de distribution est de 75%. On a encore de la marge pour augmenter. Mais eux, ils n'augmentent pas, ils sont pas stables en fait dans leur version. C'est année par année selon les besoins du gouvernement. Du coup, elle est fortement sous-évaluée par rapport au risque politique. Au Brésil, il y avait un gouvernement pro-pétrole, pro-capitalisme, avant avec Bolsonaro. Maintenant, avec Lula, le socialisme, la hausse des cotisations pour les entreprises, des taxes, tout ça, ça fait que ça a un petit peu rebaissé par crainte et par peur. Donc, c'est s'évaluer. Ne faites pas trop attention au PER parce que faut faire attention au free cash flow. Même chose. Ici, on a une perte parce qu'on a enlevé des actifs du bilan. Donc, ça crée des pertes comptables. Donc, le PER augmente. Mais si vous faites attention au free cash flow, donc price to free cash flow, vous voyez que c'est énormément sous-évalué. Même chose avec Ecopetrol, c'est l'entreprise euh, étatique de la Colombie. C'est le même style d'entreprise en fait. C'est l'entreprise étatique soumise à des risques politiques. Regardez, en période 4. Donc là, on n'a pas enlevé de trucs dans le bilan. On est bien dans la valorisation réelle. Donc regardez, 4, c'est trop bas. Pour une entreprise dans le pétrole qui fait aussi du charbon et de l'électricité, ça donne 20% de dividendes parce que c'est tellement sous-évalué que personne n'en veut, que le dividende que ça donne par rapport au prix est énorme. Par contre, ça distribue la plupart de ses bénéfices parce que le gouvernement en a besoin. La Colombie ne vit que de éco-pétrole et d'autres acteurs dans d'autres domaines comme l'agriculture. On a Total Gabon, donc c'est la filiale de Total au Gabon. Cette filiale n'a pas de croissance, elle investit tout ce qu'elle a, euh, elle redonne tout ce qu'elle prend des puits à la maison mère, du coup aux actionnaires, parce que la maison mère est actionnaire à 80% de mémoire, après à vérifier. Donc Total Gabon, c'est une filiale de Total, il y en a aussi au Maroc, il y en a dans d'autres pays. Donc Total Gabon, 12% de dividendes, avec un PER de 29,6. Même chose, c'est des éléments qu'on enlève dans le bilan parce qu'il n'y a plus de croissance. Donc le puits qui est valorisé par exemple à 1 milliard, il continue de donner beaucoup de millions de dollars par an, mais comme l'exploitation va se terminer d'ici 10 ans, bah, plus les années passent, plus le puits ne vaut plus 1 milliard. Du coup, on offset la valeur comptablement, ce qui fait baisser les bénéfices comptablement, ce qui fait augmenter le PER. Donc, il faut bien faire attention au PER avec ce type d'entreprise, mais une fois que vous voyez le free cash flow, l'argent qu'on reçoit réellement déduit de tout ce qui est comme dépense, on voit que c'est très sous-évalué. Donc Total Gabon, même cas de figure un petit peu que Petrobras et Ecopetrol, risque politique, sauf que l'État n'est pas actionnaire à un pourcentage très élevé. L'État est actionnaire, mais le plus gros actionnaire, c'est Total, la maison mère. Rubis, c'est une entreprise, cette fois éligible au PEA. Total Gabon n'est pas éligible au PEA, même s'il est coté à Paris. Rubis est une entreprise cotée au PEA, 6,76% de rendement, très sous-évalué. Par contre, attention à la redistribution. Parce qu'en fait, là, le rendement aurait pu être plus élevé si le prix n'avait pas explosé en bourse. Pourquoi le prix a explosé en bourse? Parce qu'il y a des spéculations comme quoi Bolloré et deux autres gros actionnaires veulent faire tomber la commandite. Donc il y a plein de choses à vérifier sur Rubis, notamment leur business qui est de la distribution pétrolière et non pas de l'exploration et de l'exploitation comme les autres majors. Ils ont aussi un secteur qui fait baisser leur rentabilité et leur valorisation, qui est le secteur des panneaux solaires qui n'est pas très rentable. On a Rest Capital, donc du private equity, en gros, c'est un mini Brookfield. Je dis n'importe quoi, c'est pas un mini Brookfield. Mais en fait, ils font du private equity côté financement. C'est comme une mini banque qui prête à des taux plus élevés que des banques, à des entrepreneurs, à des sociétés que les banques ne peuvent pas, financer. Donc c'est une américaine, hein. Cette entreprise, elle paye 9,12. C'est des entreprises sous-valorisées. Encore, regardez, 79 de PER. Parce que on est comme une bancaire, donc le bénéfice comptable n'est pas l'argent qu'on rentre. On a plein d'actifs qui se déprécient, qui s'amortissent. On ne peut pas vraiment mesurer avec le PER. Non pas parce qu'il y a de la croissance et que 79 c'est pas trop, c'est pas bas, tout ça. C'est juste que ça ne fonctionne pas comme une entreprise régulière. Du coup, là, l'entreprise est juste bonne à prendre l'argent et la distribuer et prêter ses réserves.
C'est pour ça qu'on redistribue 100%. Par contre, moi, vu que les financières, les banques, tout ça, je ne suis pas très fan, Ares Capital, personnellement, j'éviterai, mais si vous n'avez pas de problème, allez-y. Parex, c'est une entreprise canadienne présente en Colombie et qui est parfois sous-traitante d'Ecopétrole pour la partie exploration pétrolière. Donc, sous-valorisée parce qu'on a peur par rapport au risque politique, 12% de rendement. Sauf que l'incroyable chose avec Parex, c'est que 12%, ce n'est que 37% des bénéfices. Donc, si on décidait d'augmenter le dividende 2 fois, donc si on décidait de donner 25% de rendement, on serait qu'aux 2 tiers euh, euh, des bénéfices distribués. Donc si on donne tous les bénéfices, c'est comme si on donnait 30% de rendement. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc on revient sur les entreprises éligibles au PEA. Donc on a du total, cours actuel 6,27. Donc ça commence à forcément et fortement monter, comme prévu de toute façon. Donc le PER commence à monter un petit peu. Donc il restera plus bas que 10 hein, parce qu'on est sous-évalué dans le secteur. Et le rendement commencera à diminuer vu que ça monte. Sauf que là, l'incroyable truc, c'est que les 6% en PEA sont très très safe. On a le tiers qui est redistribué, on peut augmenter le dividende tranquillement, même si le prix du pétrole il reste comme ça, et, euh, et c'est très sécurisé comme boîte. Banco Colombia, Bancolombia, pardon, c'est une banque très présente en Colombie. Même chose, sous-évaluation comme Ecopetrol, dividende très élevé. Et puis on a les financières connues en France, donc BNP Paribas, Crédit Agricole, avec des bons rendements, avec un très faible taux de distribution et une sous-valorisation. Donc, sur le papier, je n'ai rien à dire. Les banques françaises sont d'incroyables véhicules d'investissement. Ça vous donnera toujours du dividende, ça retrouvera toujours le prix de leurs actions, ça augmentera même vu que c'est sous-valorisé. Et comment dire, ce n'est pas exposé au risque douanier, tout ça, mais c'est le secteur financier. Je pourrais faire une vidéo si vous êtes intéressé, pourquoi je n'aime pas le secteur financier et pourquoi je trouve que c'est très risqué, même si c'est soi-disant sous-évalué. Mais, résumé du slide, on a plein d'entreprises à dividendes, même sur PEA, qu'on peut, si on veut, combiner avec des entreprises de croissance pour avoir notre rente de dividendes qu'on peut réinvestir dans des entreprises de croissance, avec des entreprises de croissance qui ont des dividendes croissants. Donc j'espère que cette slide et que cette présentation, que ce slide et cette présentation vous aura servi au moins pour vous donner des idées. On a aussi ESSO que j'ai oublié de mettre, toujours dans le pétrole, mais côté distribution filiale d'ExxonMobil. Maintenant, vous allez me dire, mais si ces entreprises donnent du dividende, déjà aux États-Unis et hors en France, à part Total et quelques autres, c'est trimestriel. Par exemple, BNP Agricole, c'est annuel. Donc tout est annuel, sauf les américaines et Total et quelques autres où on donne du trimestriel. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous empêche d'acheter BNP, prendre des dividendes et repartir, revendre? Bah déjà on a ça, parce que sur le moment T, rappelez-vous du poulailler, on enlève les œufs, il n'y a que la poule. Donc le poulailler vaut moins. Du coup, si vous achetez avant le dividende et vous attendez le versement, votre action elle vaudra moins juste à court terme. Du coup, si vous revendez, bah, c'est comme si vous n'avez rien fait. Par contre, il y a bien une stratégie qui s'appelle le dividend timing. En fait, c'est quoi? Le dividend timing, c'est on achète bien avant la partie qu'on appelle la date de déclaration. C'est la date où on n'a pas encore détaché le dividende de l'entreprise, il n'y a pas eu cette scission comptablement. On achète là, par exemple, l'action elle vaut 100, bim, le détachement, on a nos 2 euros, l'action vaut 98, tant qu'elle baisse. Et puis, quand elle va réellement distribuer le paiement, ça sera peut-être 3 jours, peut-être un mois plus tard, ça dépend. D'ici là, l'entreprise continuera à créer de la valeur, donc elle va remonter tranquillement, et puis là, vous pourrez revendre. Il y a même une autre façon de faire le truc. Vous, comment dire, vous n'achetez pas ici, vous attendez que le dividende soit versé, vous n'êtes pas intéressé par le dividende, vous achetez l'entreprise, supposons, vous savez qu'elle est à 100, vous attendez le détachement du dividende et vous achetez à 98. Si c'est possible, parce qu'elle commence la cotation à 98, peut-être qu'elle va directement remonter, comme ce qui arrive avec Total, on ne sent jamais le dividende. Mais parfois, vous allez le sentir quand il y a des gros dividendes ponctuels, une fois, comme BNP qui donne 7%, 7% de 70, c'est à peu près 5 euros, bah, 70 le jour du versement, ça sera 65 euros. Là, vous pourrez l'acheter le jour du versement, et puis attendre cette partie-là où ça remonte, ça reprend de la valeur, et puis bim, revendre. Ça vous fait du 6-7%. Ça vous fait la valeur du dividende en fait,
mais direct, sans attendre la recovery de la valeur de l'action. Donc, résumé de la vidéo, on peut bien se constituer une rente. Enfin, je parle pas d'une rente comme ça, c'est trop passif, vous faites rien, vous dormez toute la journée. Je parle de rentrée régulière de cash. Vous pouvez bien vous constituer une rentrée régulière de cash à partir de votre portefeuille. Vous pouvez même vous débrouiller pour que ça soit avec des ETF distribuant sur les dividendes, comme ça vous ne vous cassez pas la tête à choisir votre entreprise. Vous pouvez même vous débrouiller pour que ça soit régulier. Donc, je sais pas, il y a des ETF à distribution mensuelle, il y a des actions avec des dividendes mensuels, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez vous arranger pour que ça soit régulier, et puis vous pouvez suivre ça avec l'application que je vous ai donnée, et vous pouvez réellement créer de la valeur long terme en réinvestissant vos dividendes, en rajoutant en plus de tout ça vos revenus. Ça vous fait une capacité d'investissement mensuel ou trimestriel ou annuel beaucoup plus grande. Et comme ça, vous créez de la valeur. Voilà, donc j'espère que ça vous aura, donné de la valeur. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire toute remarque ou commentaire par rapport aux actions que je vous ai proposées. Là, il y a beaucoup d'idées, hein. Moi, personnellement, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais personnellement, j'aime bien BTI. Je pourrais certainement rentrer dedans encore. Et Petrobras, qui est déjà très sous-évalué, qui donne beaucoup de rendement. Elle est sous-évaluée encore plus, elle a rebaissé parce que le pétrole a baissé récemment. Donc là, elle commence à se ressaisir, mais c'est une valeur qui est pas mal à acheter très bas, à garder pour des dividendes gargantuesques. Donc même si on est sur CTO et qu'on paie 30% de tout ça, ça nous fait quand même largement, mais largement, 7% minimum. Vous voyez. À part si vous prenez des trucs avec des dividendes de 5-6%, là, oui, avec les 30%, ça descend à 5, 4,5. Mais si vous prenez 24%, mais franchement, 24%, le tiers de 24%, c'est quoi? C'est 8. 23 fois 8, c'est 24. Donc le tiers de 24%, c'est 8. Donc supposons que vous payez non pas 30%, mais 33%. Vous aurez toujours 16% de rendement net. Franchement, c'est bien. Après impôt, quand même. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura donné de la valeur comme j'ai dit. Et puis n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires et à vous abonner pour me soutenir la chaîne. Merci beaucoup et bonne journée à vous.